الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تستأنف الجلسة الثانية في شقها الثاني من هذه الندوة العلمية حول تاريخ الطب وحول تاريخ المستندات في المغرب والأندلس. لابد من الإشارة إذا سمحتم بذلك إلى أنني سعيد غاية السعادة بحضور هذه الندوة، لا لشيء وإنما أيضا لأنني أشتغل بالتاريخ وسعيد بأن يدرس تاريخ علم معين، علم الطب في كلية الطب، وهي مبادرة محمودة وتشكر عليها لجنة التراث. بسرعة إذن في هذه أو في الشطر الثاني من هذه الجلسة هناك مداخلتين اثنتين. الأولى تعتبر في نظري استمرارا للمحاضرات أو المداخلات السابقة، ويلقيها الأستاذ فرانسوا خافير مارتينيز أنطونيو من إسبانيا من جامعة باريس 7، وبعنوان نقاط تقاطع بمارستان غرناطة 769-1367 والمستشفى الإسباني في طنجة 1306-1888. المحاضرة الثانية أو العرض الثاني يلقيه الأستاذ جمال الحساني من لجنة التراث من الرباط وبعنوان عرض حول متحف تاريخ الطب لكلية الطب والصيدلة بالرباط. إذن أعطي الكلمة للزميل الأستاذ سي شكيب النجاري باعتباره modérateur ainsi que Monsieur Tesli. Et nous allons donner la parole à Monsieur Tesli. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Non, de toute façon, vous m'entendez. Merci Monsieur le Président. Merci. C'est bon, ça marche? Ah parfait, c'est bien. Alors d'abord, je voudrais remercier les autorités académiques de notre université, Sidi Mohamed Ben Abdallah, et messieurs les doyens de la faculté de médecine de Fès, de m'avoir fait l'honneur de m'associer à ce deuxième colloque d'histoire de la médecine de Fès. Et c'est déjà très important quand il y a un deuxième colloque, parce que quelquefois on lance un colloque et puis il n'y aura pas deux, il n'y a plus de deuxième, ça s'arrête. Alors le deuxième est prometteur, car on peut imaginer que la séquence va continuer et qu'il y aura un troisième colloque, Inch'Allah. Donc, puisque nous en sommes au deuxième colloque, comme l'a dit notre président, il faut essayer d'aller jusqu'au bout, et on a un programme particulièrement riche et chargé aujourd'hui, et il me semble que sans trop discuter, le mieux serait de passer la parole immédiatement à notre collègue, le professeur Francisco Javier Martínez Antonio, avec lequel j'ai des liens géographiques amicaux, puisqu'il est aragonais, c'est la Marca Superior d'Andalus, et Saragossa était le siège d'une taïfa particulièrement riche, dont il reste encore pas mal d'éléments, dont un superbe château dont il ne vous parlera pas, mais qui est l'orgueil de la ville, de la taïfa de Saragosse. Et il va nous parler non pas de Saragosse, mais de quelque chose de très intéressant, à savoir un regard croisé entre le Bimaristan de Grenade, entre 769 et 1367, et l'hôpital espagnol de Tanger en 1306-1888. Alors je ne sais pas dans quelle langue il va parler, il peut parler en espagnol, il peut parler en français ou en arabe si il en a le désir. Voilà. Merci à vous, Monsieur Martinez, on vous laisse la parole.
Donc, merci beaucoup, professeur Tessier, pour votre cordiale présentation. Et aussi, je voudrais remercier les organisateurs du colloque par l'opportunité de participer à ce deuxième colloque sur l'histoire de la médecine au Maroc, organisé par la faculté de médecine de Fès. Comme on a dit, je souhaite une longue vie à cette initiative nécessaire et encourageante. En relation avec le sujet du colloque, je vous parlerai dans cette présentation de deux hôpitaux qui apparemment n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ni par la période historique, ni par les contextes particuliers qui motivaient leur création, ni par leurs caractéristiques médicales ou architecturales. Néanmoins, il y a des parallélismes à découvrir entre ces deux institutions. Le plus simple, c'est qu'on peut toujours voir les restes et même les bâtiments entiers dans le cas de l'hôpital de Tanger, il existe toujours. Mais plus important, ils ont été tous les deux les produits de l'intervention d'un côté du détroit de Gibraltar sur l'autre, voire celle des Mérinides du nord de l'Afrique sur la péninsule ibérique et celle de l'Espagne sur le Maroc. Autant que ces interventions étaient en voie de décroissance, on pourrait finalement dire que les deux hôpitaux ont failli devenir ce qu'ils étaient censés dans les plans de ces promoteurs. Et c'est à notre coïncidence, à notre parallélisme. Donc je vais commencer par le Bimaristan de Granada. Donc, peu de données ont resté sur les hôpitaux en Al-Andalus, par exemple dans la Cordoue des Omeyyades ou la Séville des Almohades. Dans le cas du Bimaristan ou du Maristan de Granada, seule exception à ce manque de renseignements et même de vestiges matériaux, le principal témoignage est celui du chroniqueur de la ville, Ibn al-Hatib, qui l'a décrit comme ça dans un de ses livres. Donc, il dit qu'il y a un abrégé de beauté, un bâtiment somptueux. Il possède des chambres nombreuses, une vaste cour, de l'eau courante et une atmosphère salutaire. Il y a nombreux magasins et des lieux pour les ablutions. Il profite d'un entretien aisé et d'une bonne organisation. Il dépasse les Bimaristans d'Égypte par sa vaste cour, l'air salutaire et ses eaux qui s'écoulent à gros brûlant sur les grès et la roche noire, en ondulant comme sur la mer et en coulant vers les sables, etc. etc. Donc il fait comme une description du Maristan. Ce Maristan de Granada fut bâti par l'émir Nasrid Mohamed V, Mohamed Al-Hams, entre 767 et 769 ou 1365-1367 de l'ère chrétienne. Il fonctionna jusqu'à peu près 10 ans après la conquête chrétienne, quand il fut transformé en hôtel de la monnaie. Après ces réformes, des réformes au cours des siècles, il fut partiellement démoli en 1843. Et ce fut à ce moment-là qu'on on fit des dessins et des plans du bâtiment. Et les plus importants, les plus connus, les plus rigoureux aussi, c'est le dessin de la façade qui a été fait par Juan de Dios de la Rada. Mais il y a aussi d'autres dessins qu'on a vus dans la présentation du professeur de Marrakech, qui feront préparés par Francisco Enriquez. Donc ça, c'est d'autres dessins. Les restes du bâtiment se sont détériorés avec le parcours du temps, jusqu'aux travaux d'excavation entrepris dans les années 1980 par un groupe, une équipe d'archéologues, à travers lesquels on a conservé les fondations et des morceaux de murs, même si les projets de restauration complète n'ont pas abouti jusqu'à un moment présent. Donc ici en vue des restes de l'hôpital au-dessus de l'Alhambra à Granada. Donc l'hôpital se trouvait très proche du fleuve Darro, dans le quartier dit Arsaris, qui était connu par la bonté de son climat.
Il était de plans rectangulaires, 26 par 38 mètres, orienté nord-sud. Il avait 2 étages avec des salles carrées de 26 à 32 chambres à chaque étage. Il y avait une cour centrale avec un étang où des lions versaient des eaux en provenance des canalisations de la ville. Et en fait, un de ces lions est toujours conservé dans le musée de Alhambra. Aussi, très important pour les historiens, c'était la pierre située au-dessus de la porte qui fut retirée en 1843 et qui est conservée aussi au musée de l'Alhambra. Donc, grâce à cette pierre, on sait que l'émir Mohamed V ordonna la construction de ce bimaristan comme preuve de grande miséricorde envers les malades musulmans pauvres et comme bonheur. Donc, dans la tradition de construction de bimaristan. Il n'y a pas de données historiques sur les médecins de Grenade qui ont travaillé à l'hôpital, qui ont été formés là-bas ou même qui l'ont visité comme voyageurs. C'est pour ça que quelques auteurs ont postulé que le bimaristan était en fait seulement un asile d'aliénés. En outre, malgré son caractère de fondation royale, le bimaristan n'était pas financé à travers des rentes pieuses, donc des waqf habus, mais seulement à travers des saumons de l'émir, c'est-à-dire du versement de l'impôt religieux. L'établissement ne fut donc pas à la hauteur des aspirations initiales, ni comme centre d'assistance, ni comme lieu d'enseignement. On comprend mieux ça quand on analyse le contexte historique de sa création. On voit donc que le maristan de Grenade fut le résultat d'un dernier effort de consolidation de l'émirat nasride et d'une dernière influence du Maroc mérinide sur la péninsule ibérique. Donc, les deux choses sont venues du fait que l'émir Mohamed V a dû s'exiler à Fès pendant 3 années après un conflit civil qui a amené à son demi-frère Ismaïl à occuper le trône. Quand il est revenu à Grenade en 764-1362, il a essayé de consolider son gouvernement de 2 manières. Donc, vers l'extérieur, il a entrepris une politique d'expédition militaire contre le royaume chrétien qui a abouti à la conquête ou à la reconquête de plusieurs localités. Vers l'intérieur, il a déployé de grands efforts pour développer l'administration et améliorer la ville de Granada. Donc, la construction du maristan aurait contribué à ce double élan. D'un côté, les campagnes militaires ont demandé l'élargissement des infrastructures de soins pour l'armée. Et de l'autre côté, l'affirmation du pouvoir de l'émir aurait été faite à travers un programme d'architecture propagandiste duquel le maristan aurait été un cas notable. Pour ces 2 bouts, l'émir a suivi l'exemple de Mérigny, et on a déjà parlé dans les présentations antérieures, qui ont construit tout un réseau de maristans au Maroc, dont le plus important fut celui de Sidi Fresh à Fès. Malgré tout, le bimaristan de Granada n'arriva pas au prestige de ses équivalents marocains, ni à se consolider comme foyer scientifique et d'enseignement. Donc, pour l'hôpital espagnol de Tanger, la construction de cet hôpital s'encadrait dans les ambitions de l'Espagne de coloniser le Maroc, ambition qu'elle a dû néanmoins partager avec d'autres pouvoirs européens plus forts comme la France et la Grande-Bretagne. Comme dans le cas du bimaristan de Granada, cet hôpital de Tanger, n'a pas réussi dans la mesure originalement prévue. L'initiative de création doit beaucoup au supérieur. C'était un peu de bibliographie sur le maristan de Granada, mais si quelqu'un est intéressé, peut me demander. Donc, la création de l'hôpital espagnol Tanger
doit beaucoup au supérieur de la mission franciscaine, le père José Lechundi. Les franciscains non seulement ont fondé des établissements religieux, mais ils ont créé aussi des écoles, des hôpitaux et ils ont participé dans les relations diplomatiques, toujours en agissant comme représentants des intérêts espagnols. Donc déjà en 1883, le père Lechundi a commandé la préparation d'un projet d'hôpital permanent à Tanger. Cependant, le projet n'aurait pas réussi s'il n'eût été adopté et soutenu par le ministère des Affaires étrangères. Donc, il y avait deux personnes, des membres du Parti libéral en Espagne, Segismundo Moret et le marquis du Vega de Armijo, qui étaient les ministres des Affaires étrangères entre 1885 et 1891. Et ils ont favorisé grandement les initiatives espagnoles au Maroc dans le cadre d'un discours qui s'appelait de régénération hispano-marocaine. Et qu'est-ce que veut dire ça exactement? On doit penser qu'à cette période, les pouvoirs européens, comme la France et la Grande-Bretagne, ont promu et ont formulé et promu une doctrine de civilisation, de missions civilisatrices, pour justifier une expansion coloniale en Afrique et en Asie qui impliquait la subordination des sociétés dominées. Mais à ce moment-là, les leaders de l'africanisme espagnol ont élaboré un discours de régénération qui, même s'il aspirait à mettre le Maroc sous le contrôle hispanique, impliquait aussi la participation active et dans un plan de relative égalité d'une élite des Marocains. Donc la clé fut cette idée de régénération, parce qu'elle avait été originellement pensée pour demander la modernisation de l'Espagne elle-même. Et c'est seulement au début des années 1880 qu'on a commencé à affirmer que la modernisation de l'Espagne ne réussirait pas que dans le cas que l'Espagne obtient une position hégémonique au Maroc et sur les autres pouvoirs européens et commence une régénération du pays, donc dans la même ligne qu'en Espagne. L'Espagne étant un manque de ressources militaires, commerciales ou scientifiques pareilles à celles des autres pouvoirs européens, elle dut déployer une stratégie qui ne visait pas à construire un nouveau Maroc, mais à approfondir les réformes déjà mises en place par les sultans depuis le début du siècle, 19e siècle. Donc l'Espagne pensait à envoyer des experts, des officiers de l'armée, des médecins, des ingénieurs, des enseignants, etc., pour diriger ces réformes, mais aussi, et voici la différence décisive, pour former des cadres marocains qui auront dû occuper des postes de responsabilité à côté des Espagnols. Donc, juste après être nommé ministre, Segismundo Moret a envoyé à Tanger, qui était la capitale diplomatique du Maroc à l'époque, un agent pour promouvoir sur le terrain les divers projets particuliers de la régénération hispano-marocaine. Et cet agent fut le médecin Felipe Ovilo, qui est toujours un objet préférant de ma recherche historique. Donc, le docteur Ovilo a demeuré à Tanger pendant 10 ans, entre 1886 et 1896. Et il a contribué à la plupart des projets et il a aussi participé dans des ambassades espagnoles au Maroc, dans des ambassades marocaines en Espagne. Il a écrit quelques livres sur le Maroc, une sélection desquels sera bientôt disponible en arabe et publiée par l'éditorial Lithographe à Tanger. Donc, en relation avec l'hôpital, Ovilo a soutenu l'initiative des franciscains en assurant que les coûts de la construction seraient assumés par le ministère des Affaires étrangères et que le ministère de la Guerre allait envoyer le personnel, les matériels, les médicaments nécessaires pour la mise en marche du projet. Donc, l'hôpital fut inauguré en 1888. C'était un bâtiment de 2 étages avec une capacité de 60 litres maximum, distribué dans plusieurs salles, dont une desquelles était pour les malades infectieux.
Il y avait aussi un bloc opératoire et un dispensaire pour les consultations externes. Donc, les comités de direction étaient composés par les chefs de la diplomatie espagnole, par les supérieurs de la mission franciscaine, par les médecins de l'hôpital et par l'administrateur qui était un autre père franciscain. Les services médicaux étaient assurés par deux médecins militaires qui étaient le docteur Ovilo et aussi le docteur Severo Cenarro, dont un monument funéraire est encore préservé à Tanger. On peut voir là-bas. Mais il y avait d'autres médecins qui ont collaboré dans cette période. Par exemple, les médecins juifs marocains Samuel Mobili Wita, qui était un juif tangerois, qui a été formé comme médecin dans la faculté de médecine de Séville. Comme on a déjà suggéré, le projet de l'hôpital n'aurait pu être réalisé sans la collaboration des autorités marocaines aussi. Surtout à travers les démarches ou la médiation du naïb du sultan Sidi Mohamed Torres. D'un côté, le terrain de l'hôpital a été acheté à un autre Marocain qui était Mohamed Doukali, qui était un protégé italien qui accompagnait l'ambassade italienne envoyée en 1875. Mais, malgré son condition de protégé italien, Mohamed Doukali a favorisé aussi très largement les intérêts espagnols. Et il a vendu ce terrain qui était connu comme les vergers de Doukali pour construire l'hôpital espagnol et la nouvelle mission franciscaine. Et il a aussi accepté la proposition du docteur Ovilo de devenir membre de la Chambre de commerce espagnole. Et son fils Mohamed a travaillé comme professeur d'arabe à l'école des franciscains avant de devenir un élève du docteur Ovilo dans une école de médecine sur laquelle on parlera ensuite. Mais plus important que l'achat du terrain fut le projet de faire de l'hôpital une institution officiellement soutenue par le sultan, par l'État marocain. Et ça a été un projet qui était en train de devenir une réalité après la visite de Hassan Ier, Hassan al-Awwal, à Tanger en 1889. Le Dr Ovilo a essayé de transformer cet hôpital dans un hôpital musulman, le premier que selon lui on aurait créé au Maroc depuis un siècle. Mais on n'arriva pas à faire cette chose qui aurait bien sûr déclenché les protestes des franciscains. En tout cas, là où la convergence hispano-marocaine a réussi fut dans un centre d'enseignement médical localisé à l'hôpital espagnol, qui c'était cette école de médecine. Et la création de cette école fut en fait le motif avoué pour envoyer le docteur Ovilo à Tanger. Sa mission officielle était de mettre en marche cette institution, ce qu'il a fait déjà en décembre 1896. Donc, elle était encore au début une institution provisoire. Donc, des locaux étaient situés dans l'école des franciscains. Ces élèves étaient un mélange de pères franciscains et de fils de bonnes familles tangerois. Les connaissances délivrées, c'était plutôt élémentaire. Mais avec la mise en marche de l'hôpital espagnol, l'école fut installée dans ces locaux et put utiliser le dispensaire comme ressource médicale et d'enseignement. Et on peut voir ici un peu les matériaux qu'on utilisait pour étudier l'anatomie et d'autres choses dans l'école. En tout cas, la vraie transformation de l'école arriva en 1890. Le docteur Ovilo fut reçu officiellement par Hassan Ier à Tanger et l'année suivante, il a visité le sultan ici à Fès pour faire réalité le projet de transformer l'école dans un centre de formation de médecins militaires, donc des médecins pour l'armée marocaine. Et 6 élèves militaires furent envoyés, je crois qu'il était originaire de Fès, mais je ne suis pas sûr, et le sultan donnait une aide pour acheter un vêtement et pour se loger et nourrir. Donc une espèce de solde, de salaire. Donc, il faut dire que l'école de médecine de Tanger, à l'hôpital espagnol, fut le premier centre où on enseignait la médecine moderne de style occidental au Maroc,
en fait, qui, je crois, n'est pas suffisamment connu ou reconnu. Bien sûr, le nombre des élèves ne fut pas très grand, et on parle entre 15 ou 20 personnes, c'est pas plus. Mais l'initiative n'est pas négligeable. Et j'ai essayé dans ces dernières années d'identifier ces élèves, de reconstruire un peu son parcours professionnel et d'analyser l'impact sur la médecine marocaine de son époque. Parce que je suis convaincu qu'il faut donner la vraie importance, pas plus, mais pas moins aussi, aux initiatives de modernisation scientifique au Maroc au XIXe siècle. Et peut-être ici est un bon lieu pour dire que ça serait juste aussi de demander une plaque à Tanger pour se souvenir de l'existence de cette institution et de ses élèves marocains. Donc, ce qu'on est déjà connu, c'est la composition de la première promotion d'élèves ici à l'école de Tanger. Donc, il était 6 personnes. C'était Mustafa Saoudi, Mohamed Doukali, c'était le fils de Mohamed Doukali qu'on a parlé, Hamed Romani, Hamed Ben Al-Hasmi, Mohamed Al-Awami et Hamed Akhardan. Donc, les 3 premiers ont devenu des vrais disciples du docteur Obilo pendant au moins 4 années d'études. Et en 1888, les médecins espagnols les ont emportés en Espagne pour visiter des institutions sanitaires au Madrid, pour même faire des exercices devant des médecins avec de bons résultats. Dans les années suivantes, ces médecins ont aidé le docteur Obilo dans plusieurs initiatives. Par exemple, ils ont assisté des officiers de la Mehala qui a été envoyé pour le sultan pour terminer avec l'insurrection de la Kabylie d'Angers en 1892. Et ils se sont aussi déplacés à Essaouira, au Lazaret qui était emplacé dans l'île en face de la ville, pour organiser la quarantaine des pèlerins marocains arrivés de la Mecque. Donc ça, on a fait en plusieurs occasions pendant les années 1890. Et l'un de ces médecins, Hamed Romani, a même fait le voyage à la Mecque comme médecin dans un bateau avec des notables tangérois. Quant à la deuxième promotion, composée de 6 élèves, je crois qu'il était facile, mais je ne sais pas, il semble que son impact fut encore plus important. Et par exemple, Andil fut envoyé en permanence au Lazaret de Morador, de Saouira. Les autres furent attachés aux garnisons militaires de Marrakech, de Rabat, de Tanger. Et ce fut par exemple le cas de Mahfouz Al-Mahmoud. Il a été le médecin du tabor de Tanger avant de devenir médecin de l'hôpital français à Tanger. Et en 1912, après la création du protectorat français, il a été recruté par le maréchal Lyautey pour agir comme médecin personnel et aussi comme agent d'information auprès du shérif de Ouassane. Et pendant la guerre du Rif, ce médecin a soutenu la cause d'Abdelkrim al-Khattabi et a devenu son médecin personnel. Et voici une photo où on peut voir Abdelkrim al-Khattabi à droite et ce médecin Mahfouz Al-Mahmoud à gauche. Et il l'a accompagné jusqu'à son défaite en mai 1926. Après, il s'est installé à Fès, d'où il était peut-être originaire, je ne sais pas, et il a réussi à continuer l'exercice de ces médecines modernes qu'il avait appris à Tanger, dans la Médina, malgré l'interdiction des autorités du protectorat. Donc, sa piste se perd après les années 30 et je vous serais très reconnaissant si vous pourriez me donner n'importe quelle information sur cette personne. En tout cas, la relation de Mahfouz avec la France ou son soutien de la cause Rifaine montre que les projets médicaux espagnols, tant l'hôpital comme l'école de médecine, n'auront pas les résultats qu'on aurait souhaité pour le développement de l'influence de l'Espagne en vue d'aboutir à son éventuelle hégémonie exclusive sur le Maroc. Merci beaucoup.
riche, très intéressant, avec beaucoup d'informations nouvelles. Alors, si vous voulez bien, donc, Monsieur le doyen, professeur Demir, va donner un bref résumé en arabe, avant de passer à l'examen. شكرا للاستاذ على عرضه الذي كان بعنوان l'Humanistan de Granada et l'hôpital espagnol de طنجة. افتتح الاستاذ عرضه بالحديث عن السياق العام المشترك بين المغرب واسبانيا. إذا قلت عن السياق العام الذي يجمع المغرب بإسبانيا في حوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وسوف يقف أو يؤكد ذلك من خلال عرضه ومن خلال المقارنة التي أقامها بين مارستان غرناطة وبين المستشفى الإسباني بطنجة، وبالتالي رغم التباعد الزمني بينهما. إذا توقف عند مارستان غرناطة وتحدث أو انطلق من نص في غاية الأهمية للسان الدين بن الخطيب من كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة، وهو نص كما أشار الأستاذ المحاضر أنه غني جدا بالمعلومات التي يقدمها حول الموقع هذا المارستان، مرافقه وتنظيمه الجيد. يشير إلى أنه أسس من قبل محمد الخامس النصري، وهو أسرة حاكمة في آخر أسرة حاكمة في الأندلس في غرناطة حوالي أو خلال سنتين، ابتدأ في 767 وانتهى في 768. تم هجره، أشار إلى أن تم هجره وما زالت أطلاله قائمة، وهذه عادة أو ألفناها في المارستانات في العالم الإسلامي بصفة عامة وفي المغرب بصفة خاصة، وهو أنه في البداية تبدأ بالطب العام للمرضى والمجدومين وغيرهم، ولكنها تنتهي بالمجانين. ومن هنا يأتي اسم باب الفرج أو الفرج أو غير ذلك، الفرج سواء الفرج الشفاء أو الموت. إذا قدم أيضا الأستاذ تعريفا بهندسة المارستان معززا بصور قديمة ومعاصرة، ولفت الانتباه إلى أنه ليست هناك معلومات عن الأطباء الذين اشتغلوا به، وهذا ما سوف يتم تداركه بالنسبة للمستشفى الإسباني في طنجة. انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن السياق الخاص جدا الضيق أي المحيط بتأسيس هذا المارستان أو المارستان بغرناطة في بعديه الداخلي والخارجي، أشار إلى ذلك. والمرتبطان البعد الداخلي أو الخارجي مرتبط بنفي محمد الخامس إلى فاس، محمد الخامس النصري إلى فاس 761 764 1359 1361، وعودته أو الرغبة في تقوية عودته عبر تأسيس بعض المرافق من ضمنها بمارستان غرناطة. توقف أو أشار إشارات خفيفة إلى تأثير عمارة بمارستانات بالمغرب على بمارستان غرناطة. في الشق الثاني تحدث الأستاذ المحاضر عن المستشفى الإسباني بطنجة والمرتبط بنظرة دينية، حيث جاء تأسيسه على يد الرهبان الفرانسيسكان وحضورهم بطنجة واهتمامهم بعدة مرافق اجتماعية ذات بعد اجتماعي من ضمنها المستشفى الإسباني. أشار إلى أسماء هؤلاء الرهبان الفرانسيسكان في سياق دعاة استعمار إسبانيا للمغرب وتحديث إسبانيا نفسها، وهي التي بدأت الفكرة التي أرخ لها ب 1880. ترجم ذلك على مستوى إرسال خبراء إلى المغرب لتكوين نخبة مغربية تسندها أو تساندها عند الحاجة. أيضا تحدث عن حضور دكتور فيليب أوفيلو الذي حل بطنجة وساهم في عدة مشاريع وألف كتبا عن المغرب. لم يفوت الأستاذ المتدخل أن يشير إلى أن المستشفى أسس بموافقة وبدعم من وزارة الخارجية الإسبانية. استعرض بعد ذلك الأستاذ مرافق المستشفى والعناصر المعمارية المكونة له معززا بالصور. مشاركة الدكالي أيضا في هذا المشروع، وأيضا أشار باختصار إلى محاولة السلطان العلوي تحويل المستشفى إلى مستشفى للمسلمين فقط، غير أن الأمر انتهى إلى احتجاجات الفرانسيسكان. أيضا كانت مهمته الأولى هو تدريس الطب، واستضاف قلة من طلبة بين 15 و20 فردا،
وأشار إلى أنه مارس تأثيرا على تطور الطب في المغرب خلال القرن التاسع عشر. أجمل في نظري هذه مسألة ذاتية، أجمل في هذا العرض هو تتبعه لمسارات المتخرجين منه، سواء في ذلك الفوج الأول الذي كان عددهم 6 أو الفوج الثاني وعددهم 6 أيضا، وتحدث عن لمحات إذا صح التعبير عن مساراتهم والمهام التي تقلدوها، سواء على مستوى أو من جانب السلطة السياسية القائمة في المغرب في سواء أو حتى في إسبانيا، حيث توجه أحدهم إلى مدريد، رافقوا الحركة السلطانية أو الحركات السلطانية، أو أيضا احتجاجهم أو عنايتهم بالحجاج في الصويرة. والفوج الثاني أيضا تحدث عن نفس القضية وظل أو ترك الباب مفتوحا، لأن هذه المسارات هي لمحات فقط، شذرات لمعلومات فقط في الموضوع، وترك المجال، خاطب الجمهور إذا كان هناك من معلومات تساعده على إكمال صورة عن المتخرجين من هذا المستشفى. وشكرا. Oui, moi et très rapidement, j'ai été très intéressé par la communication en miroir du professeur. J'ai perdu votre nom. Martinez. Du professeur Martinez. Alors, je me suis posé deux questions, deux questions qui ne demandent peut-être pas une réponse immédiate. La première, c'est que effectivement, Lisan ad-Din Rabtib, qui est honorablement connu à la fois à Grenade et à Fès, puisqu'on a inauguré hier une salle en son nom, encore qu'il ait fini sa vie un peu tragiquement à Fès, s'est trouvé effectivement vizir du roi de Grenade au moment de l'épidémie de peste. Et la question que l'on pourrait se poser est de savoir si effectivement, quel a été le rôle, y a-t-il eu un rôle du Bimaristan précisément au moment de l'épidémie de peste de Grenade. C'est une question. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que dans son traité de la peste, si je me souviens bien, que notre ami le professeur Nejari a lu, j'allais dire en diagonale, parce que c'est un traité qui est quand même pas très facile à lire, il ne semble pas qu'il soit question du Bimaristan dans son traité. Ça, c'est la première question que je voulais poser. Et la deuxième question, alors, c'est l'autre sujet que vous avez abordé, qui est un sujet tout à fait passionnant, qui montre combien la médecine peut s'intriquer avec la politique, et combien finalement, d'ailleurs, la politique est subtile, puisque ces médecins venant pour asseoir l'influence de l'Espagne au Maroc se retrouvent finalement au service, d'une certaine manière, du maréchal Lyautey au moment du protectorat, d'une certaine manière. Et alors, dans les franciscains de Tanger sont connus sur un plan architectural d'une manière assez étonnante, dans la mesure où l'un des très grands architectes espagnols du XIXe siècle, Antonio Gaudí, qui était l'architecte de la Sagrada Familia, en particulier à Barcelone, Antonio Gaudí a fait des plans qui sont des plans grandioses pour un établissement des franciscains à Tanger. Et ces plans n'ont jamais été réalisés. Et la question que je me suis posée en voyant ce petit hôpital, je me suis dit que dans ce plan qu'a fait Gaudí, qui est d'ailleurs assez typique avec toute l'interprétation et l'originalité architecturale de Gaudí, d'un espèce de fort ou d'architecture mérinide, un peu, je dirais, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y avait une place pour l'hôpital à l'intérieur de ce bâtiment? Voilà, c'est les deux questions que je voulais soulever, mais je ne vous demande pas d'y répondre, simplement je les soulève comme ça parce que je suis modérateur. Merci, professeur Tessier. Bien sûr, je n'ai pas parlé de l'épidémie de peste, mais les auteurs qui ont étudié les Maristans ont dit que c'était aussi un facteur relevant pour expliquer la construction. Et dans le contexte de cette expédition militaire, le risque de la peste était encore plus grand, donc c'est un facteur important. Donc,
vous avez raison. Et sur l'autre, sur Tanger, effectivement, Antonio Gaudí a fait un projet grandiose qui a rassemblé un peu la Sagrada Familia à Barcelone pour la nouvelle mission franciscaine qui finalement n'a pas été si grande qu'on avait pensé. Mais je crois que dans ce projet, il y avait une place pour l'hôpital. C'était seulement les bâtiments pour les frères franciscains. Donc c'était seulement religieux. Peut-être en église, tout ça, mais pas l'hôpital. Bon, sur la trajectoire paradoxale de ces élèves de l'école de médecine, donc oui, ils ont dû s'adapter à un changement d'hégémonie au Maroc, parce qu'ils ont commencé avec un projet espagnol, mais finalement, comme c'était la France qui a obtenu la position dominante, ils ont dû s'adapter et finalement même soutenir des projets nationalistes ou indépendantistes comme celle d'Abdelkrim Al-Khattabi. Je crois que les trajectoires, c'est un peu cohérent parce que c'était toujours en la défense de l'indépendance marocaine. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une intervention très originale et encore une fois, je me tourne vers les organisateurs de ce colloque pour dire qu'il faut absolument, d'une manière ou d'une autre, publier et mettre à la disposition de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui le texte des interventions. Que l'on ait au moins sur le site de l'université cette année le PDF ou le PowerPoint de chacune des interventions, de manière à ce que, à la fois, bien sûr les enseignants, mais surtout les étudiants, aient la possibilité d'avoir accès à cet ensemble extrêmement riche. Et si dans 2 ans on refait un 3e séminaire, moi ce que je souhaite, il faudrait à ce moment-là que l'on s'organise mieux pour avoir des actes du colloque. Mais au moins dans l'immédiat, je souhaiterais à titre personnel que chacun des intervenants accepte de laisser sa présentation à la disposition de la faculté pour que sur le site de la faculté on mette l'ensemble du colloque, parce que vraiment c'est tout à fait riche, très original, tout ce qu'on a entendu depuis.